Bonjour chers abonnés, dans le cadre du lancement de la saison 2 de votre concept Cœur Conquérant, nous sommes aujourd'hui à l'université Cergy Paris, venus à la rencontre de Franck Mamati, directeur régional de l'éthique et de la conformité Asie-Pacifique. Bonjour Franck. Bonjour Wally. Merci pour ta disponibilité. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Je t'en prie. Juste pour rappeler que Franck est un promotionnaire du Master droit éthique des affaires. C'est ça. On est là dans une salle de classe qu'on a partagée ensemble. Exactement. Pourquoi déjà as-tu choisi de réaliser l'interview à l'université Cergy Paris et pourquoi également avoir fait le choix de faire l'interview dans cette salle de classe? Effectivement, c'était un choix assez évident pour moi parce que Cergy, c'est là où tout a commencé en termes d'études. Donc, je suis rentré en première année de licence à l'université de Cergy Paris maintenant. Et cette classe, c'est la classe où on était en DEA, donc qui a changé maintenant. C'est plus le même, c'est plus exactement le même master qu'on a dans cette classe, mais c'était notre classe à cette époque-là. Donc pour moi, c'était assez essentiel de repartir un peu aux sources, vu qu'on est là pour parler de conformité et de carrière. C'est un peu là où tout a commencé pour moi. Donc je me suis dit, autant le faire ici. C'est un beau clin d'œil pour l'université, mais même pour moi et pour le master de revenir ici. De ta L1 au Master 2, Exactement. tu as toujours été dans cette université. Exactement. Et en Master 2, en 3, comment se fait les liens entre toi et le 3? C'est une histoire plutôt familiale, parce que j'ai grandi avec mon arrière-grand-père qui était un homme de droit, un homme de loi au Congo-Brazzaville, et je porte son nom. Enfin son prénom, et donc du coup ça a toujours été un sujet pour moi auquel le droit, tu as un caractère similaire à ton arrière-grand-père, et on me l'a souvent mentionné. Et puis à l'école on me disait ah mais t'es bavard, toi tu feras soit journaliste soit du droit. Au final j'ai choisi le droit plutôt que le journalisme, mais bon, on ne sait jamais dans le futur. Et donc du coup je me suis orienté assez tôt vers les métiers du droit. Sans vraiment laisser d'opportunités à d'autres sujets pour évoluer. Donc je me suis dit, ok, le droit, et puis je pense qu'au final, j'ai eu raison. Et donc, tu ne regrettes pas du tout ton choix? Non, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments ou situations où j'aurais aimé sûrement faire autre chose ou être curieux, mais je pense que les études de droit m'ont apporté à l'époque. Clairement, je pense qu'il y a peu de choses qui auraient pu m'apporter exactement le même, ou de manière similaire les mêmes ressources, les mêmes connaissances. Donc j'ai aucun regret, je suis très content avec ce que je fais aujourd'hui et d'avoir pu faire ces études-là. D'accord. Une salle de classe qui me rappelle le master droit éthique des affaires. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix pour ce master? C'est une bonne question. Donc, moi, j'étais en licence, comme je disais plus tôt, donc j'étais en licence à Cergy. Le master 2A était déjà un des meilleurs masters de droit de l'université, un des plus reconnus. Et donc la personne avec qui j'étais à l'époque avait encouragé que tous les deux nous postulions à ce master pour le M1, pour rentrer en M1. Et c'est ce qui s'est passé. Mais très vite, j'ai vraiment apprécié les cours, le côté un peu opérationnel des sujets comme les droits humains ou la corruption, puisqu'on ne maîtrise pas forcément avant, parce qu'on en parle un peu en droit pénal, en relations internationales. Donc on avait déjà un peu des cours où on touchait à ces sujets-là, mais de manière très juridique, très théorique. Et dans le master, on avait déjà commencé dès le M1 à avoir une approche plus opérationnelle. Et donc c'est ce qui m'a attiré tout de suite.
comment s'est déroulée la formation? C'était dur, hein. Je pense que tu te souviens aussi. Ouais. Non, je dirais qu'on a quand même souffert. Quand je dis souffert dans le bon sens, c'était beaucoup de travail. Donc surtout le M2. Hein. Si on se concentre sur le M2, c'était beaucoup de travail. Les cours quand même assez chargés sur les 2 jours. Il y a quand même beaucoup de samedi matin aussi, plus l'alternance. Donc on avait des semaines très lourdes en termes de travail. Donc ça a été vraiment dur. Mais je pense pour moi, mais je pense pour toi et pour tous ceux qui l'ont fait avant et après, ça nous a servi pour l'entrée dans le monde du travail, de savoir aussi ce qui est attendu professionnellement en termes d'efforts et en termes d'engagement, mais c'est pas correct, mais en termes de motivation pour être bon dans ce qu'on fait. Donc effectivement, ça n'a pas été facile, pour nous, mais ce fut une expérience qui nous a permis de grandir et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Maintenant, avec plus de recul, qu'est-ce que le master droit éthique des affaires de l'Université de Cergy t'inspire? Beaucoup de respect. Je pense qu'en termes de conformité en France, le master a une très belle reconnaissance. C'est sûr que dans le monde de la conformité, dans le petit monde de la conformité, je pense que c'est un master qui a une place à part. Et donc moi, il m'inspire beaucoup de respect parce que ça n'a pas été facile de le mettre en place. Ça n'a pas été facile de créer ce réseau aussi Alumni qui aujourd'hui est en place et se soutient et permet aux plus jeunes et aux moins jeunes de continuer à évoluer, de continuer à grandir. Donc je pense que c'est une bonne chose. Donc vraiment beaucoup de respect envers Madame Family, mais de manière générale à tous les gens qui participent au succès du master. Et juste après le master, tu as fait le choix de t'expatrier. C'est ça. Tu as vécu en Thaïlande. C'est ça. Alors Effectivement. Donc dès la sortie du master, je me suis installé à Bangkok. J'étais chez Engie, moi, en alternance. Et donc, j'ai déménagé dans la région APAC, Asie-Pacifique, chez Engie APAC, qui était basé en 2017 encore à Bangkok. Et donc, le choix a été fait parce que je voulais me mettre en danger de manière très personnelle. J'ai toujours eu un certain confort, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, mais je voulais voir quelque chose de différent, je voulais changer de région et je voulais professionnellement découvrir ce qu'est la compliance opérationnelle, ce qu'est la compliance de terrain. Donc on voit dans un siège, et c'est ce que je voyais à la Défense, les règles, les principes, les politiques, de manière théorique, on va dire. Qu'est-ce que la théorie de la compliance? Et moi, je voulais voir concrètement avec nos collègues qui sont partout dans le monde, comment ça s'applique pour eux et comment on l'applique, comment on met en place un programme de conformité. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait partir à l'étranger et puis la Thaïlande à ce moment-là. Et comment se sont passés tes débuts en Thaïlande? Loin de la France, loin de la famille? Loin de tout. C'était assez sport, comme on dirait. Déjà l'anglais, en fait, de passer dans un environnement complètement anglophone, à 100%. Donc je parlais anglais, mais je n'étais pas bilingue à ce moment-là. Donc en fait, le fait de devoir constamment parler en anglais, ça va créer de sacrés maux de tête, je peux te dire, les premières semaines. Mais aussi culturellement. La Thaïlande, la culture thaï est très différente de la culture française. Donc on se retrouve dans un environnement, je n'étais pas le seul étranger occidental, entre guillemets, à devoir s'adapter à une culture qui est vraiment différente. Donc, tout aussi simplement que les discussions, la communication, le débat. Les Français aiment débattre, on aime échanger nos idées, on aime avoir de longues discussions, on n'aime pas être d'accord, surtout on aime ne pas être d'accord. Ce qui est très différent en Thaïlande, mais dans pas mal de pays de l'Asie du Sud-Est, où justement, on va être sur une culture où on va éviter ce conflit, on va éviter de s'exprimer d'une manière qui peut amener à un conflit ou être problématique pour d'autres.
Donc tout ça, il a fallu s'adapter, il a fallu aussi comprendre que c'est pas comme ça qu'on communique ici, que l'idée peut être toujours pertinente, mais il faut la présenter de manière différente. Donc, ça a été des changements assez importants pour moi aussi en termes de communication, par exemple, sur vraiment dès le début et assez rapidement. J'aime toujours débattre, mais je sais choisir mes combats. Je sais quand me dire, OK, là, ça vaut pas le coup, ou c'est pas la manière de faire pour communiquer l'idée. Il y a des anecdotes à nous raconter? J'en ai pas mal. Non, mais une assez sympa. En arrivant, donc moi je suis arrivé en novembre 2017 et 3 semaines après, mon chef de l'époque qui était belge, donc francophone. Ça a été une bonne chose pour moi dans l'intégration d'avoir un manager francophone qui m'a amené en business trip assez rapidement, donc au bout de 3 semaines, et on est allé à Manille, donc aux Philippines, capitale des Philippines. Et je suis toujours en pure découverte de la région, toujours en pure découverte de l'Asie. Et je me rappelle, on est resté au Shangri-La, première et dernière fois d'un business trip où j'ai été au Shangri-La. Mais donc, déjà un monde un peu nouveau. La chambre d'hôtel était plus grande que mon appart. Enfin, c'était vraiment un concept. Mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'était les bouchons. Et on avait mis plus de 3 heures entre l'aéroport et le bureau. Mais tous les trajets qu'on faisait à Manille, donc si on devait aller sur un site, si on devait aller dans un autre bureau, c'était dans les bouchons. Un trafic comme on a peu vu, qu'on ne connaît pas en vrai. En Occident, on ne connaît pas vraiment ce type de bouchon. Et ça a été un vrai changement de vie. Et donc, moi, ça fait 3 semaines que je suis là. On est 3 heures dans les bouchons. Bah, j'ai rien à faire en fait. J'ai pas de mail parce que je viens de commencer, j'ai pas de message à envoyer. Donc je me tourne les pouces et j'ai mon chef à côté qui lui est busy et fait ses mails. Puis il répondait à toutes les personnes qui le contactaient, mais moi j'avais rien à faire. Donc c'était même un peu gênant comme situation. Mais c'était une première anecdote de mon arrivée et d'une découverte d'un monde que je connaissais pas. D'accord. Et pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être comme toi ont envie de s'expatrier, selon toi, est-ce un pari risqué de quitter la France pour aller vivre à l'étranger? Oui et non. Alors oui, dans un sens où on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et ça, je pense, c'est pour tout dans la vie. En général, on ne sait pas. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Maintenant, moi, j'avais la chance d'être dans un grand groupe, qui était le groupe Engie. Encore une fois, j'avais un chef qui était francophone. Il y avait plusieurs francophones au bureau. Bangkok et la Thaïlande sont des endroits internationaux. La Thaïlande est un pays touristique, donc ils sont habitués aux étrangers. Bangkok est une ville-monde. Donc, j'ai pas été extrêmement dépaysé. J'ai été dépaysé, c'est toujours dépaysant, mais ça reste un contexte qui est assez contrôlé, safe par rapport à ce que je vivais. Donc, oui, il y a quand même un changement, mais ça reste une certaine maîtrise. Par contre, effectivement, il peut y avoir d'autres changements qui peuvent être plus compliqués, surtout culturellement. Mais pour moi, c'est un pari qui clairement valait le coup. D'accord. Et tu fais assez référence au changement. Ma question est de savoir, est-ce que tu penses que tu es resté le même Franck? Non. Maintenant, ça fait 8 ans que j'ai quitté la France, donc heureusement que je ne suis plus le même. La première raison, c'est que nous tous, on a un peu vieilli. On a grandi, peut-être. On n'a pas encore vieilli, on a juste grandi. On a continué à grandir, on va dire ça comme ça. Voilà, donc déjà, il y a juste simplement la vie qui fait qu'on a tous avancé et qu'on a changé et évolué par rapport à ça. Maintenant, pour moi, j'ai aussi le fait d'avoir changé de culture. Donc j'étais en Thaïlande, puis après à Singapour, où c'est des cultures complètement différentes. Un monde anglophone, qui est aussi différent du monde francophone, ce qui fait qu'on pense un peu différemment, on réfléchit différemment. Les interactions avec tous mes proches, que j'ai développées, enfin toutes les relations et tous les proches que j'ai développés dans la région. Donc tout ça a amené effectivement à des changements sur ma personne ou autre. Je pense que j'ai des valeurs qui sont toujours celles que j'avais, mais qui ont évolué. Beaucoup de choses ont
ont changé en moi et j'en suis très content parce que c'est comme ça qu'on apprend, on apprend des autres, on aspire un peu aussi à devenir meilleur en fonction de ce qu'on a autour de soi. Donc je pense que oui, j'ai changé, mais je suis content d'avoir changé et c'est plutôt positif. Effectivement, beaucoup de choses ont changé en toi, notamment ta tête. Les concepts que tu as développés sont assez visibles et qui te vont très bien. Merci. Et une question, est-ce un fardeau de porter des locks, tant sur le plan professionnel que personnel? C'est vrai que j'ai quitté la France, on avait la même coupe. Plus ou moins, en tout cas, toi et moi. Peut-être un peu le dégradé, mais c'est tout. Oui, effectivement, j'ai des locks maintenant depuis un peu moins de 4 ans. Ça va faire 4 ans en fin d'année. Un fardeau professionnel, commençons par professionnel, donc un fardeau professionnel, non. J'ai eu une fois une remarque quand je voulais changer de boulot en me disant ah, t'es sûr que c'est le meilleur moment d'avoir des locks si tu veux changer de boulot? Et pour moi, ça c'est assez clair. Si je suis dans une entreprise, je postule à une position dans une entreprise qui a un problème avec le fait que j'ai des locks, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est tout aussi simple que ça. Donc je ne vais pas rentrer dans un milieu, dans un monde qui ne veut pas de moi par rapport à ce que je suis. Donc clairement, c'est une décision assez claire pour moi. Donc si mes locks sont un problème, bon, on ne travaillera pas ensemble. Donc ça n'a jamais été un fardeau professionnel. Personnellement, évidemment que j'ai beaucoup de questions, de sollicitations. Donc je suis en Asie, qui plus est à Singapour. Très peu de gens ont des locks, ce qui fait que j'attire une certaine curiosité. Je reçois beaucoup de questions, de commentaires. 99% sont bienveillants. Les gens sont vraiment curieux, en fait. Ils veulent savoir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. L'entretien, ce n'est pas toujours facile. J'ai des proches qui m'aident avec ça, donc ça va. J'ai appris à les gérer. Donc, pour moi, non, c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. Justement, ça note une certaine différence qu'on note, qu'on voit, mais qui ne me pose pas de problème. Parce que de base, de toute façon, je dénote dans ce pays et dans ce milieu. Donc, avoir des locks ne me pose pas beaucoup plus de problèmes. D'accord. Et toujours en parlant d'expatriation, quels seraient tes conseils à l'endroit des jeunes, mais également des professionnels qui souhaiteraient partir, vivre à l'étranger? C'est-à-dire comment partir et une fois sur place, comment se comporter pour une bonne intégration? Alors pour la première question sur le comment partir, le plus simple évidemment c'est quand on est dans un grand groupe, ça permet de voyager plus facilement. La mobilité interne, c'est la solution la plus simple aujourd'hui je pense, parce que c'est ce qui existe. Les plus jeunes ont les VIE, ont les stages, parfois même refaire un master à l'étranger, c'est pas toujours facile, mais c'est des solutions parmi d'autres. Donc je pense que comment partir, voilà, c'est de se dire ok, quel est mon projet en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à mon âge, effectivement ça compte aussi hein, si tu es plutôt senior ou plutôt junior, et sous quelle forme j'ai envie de partir. Mais un aspect qui est essentiel déjà c'est l'anglais. Il faut pouvoir parler anglais. Et même dans des pays qui peuvent être moins anglophones qu'on l'imagine, le monde professionnel sera en anglais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que même si on est sur une position, dès qu'on est sur une position qui n'est pas qu'un seul pays, ça sera en anglais. Parce qu'on communique entre pays en anglais. Donc on peut se retrouver avec 10 accents différents à la table, 10 versions différentes de l'anglais, mais on parle tous anglais. Donc ça, pour moi, c'est essentiel pour pouvoir songer à partir à l'étranger. Et donc ça, c'est sur le comment. Donc pour ta deuxième question, pour pouvoir bien s'intégrer, en tout cas avoir une expérience assez positive, il faut être ouvert. Mais il faut être réellement ouvert d'esprit. Parfois, on pense qu'on est ouvert, et dès qu'on arrive dans un autre endroit, on va passer notre temps à comparer, à dire « Ah, mais en France ou
qu'importe, c'est meilleur, ou en France on fait comme ci, on fait comme ça. On le fait tous, hein, faut pas se mentir, tout le monde compare, mais à un moment, c'est effectivement en France, ça peut être différent, mais c'est intéressant de voir comment vous le faites ou comment vous gérez telle situation et d'en apprendre en fait, d'en apprendre de cette situation, de cette manière différente de vivre les choses. Effectivement, parfois d'évoluer un peu de cette manière aussi. Donc je pense que pour vraiment avoir une expérience intéressante, il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut se dire, ok, je veux voir comment on réfléchit. Ça c'est même au niveau pro. On peut voir que la compliance des entreprises anglophones, parfois américaines ou autres, va être différente de la conformité qu'on fait dans les entreprises françaises, parce qu'on n'est pas sujet aux mêmes lois, on n'est pas sujet aux mêmes origines sociales. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent, qui fait qu'on ne pense pas forcément aux mêmes choses. Et donc c'est intéressant d'en apprendre différemment. Et pour apprendre, il faut être ouvert et se dire, ok, bah, je ne viens pas en sachant, que je ne suis pas le sachant ici, je ne viens pas en donneur de leçons, je viens pour apprendre de vous, je viens pour vous aider, je viens pour partager mon expérience aussi. Il ne faut pas se renier, il ne faut pas nier ce qu'on est et ce qu'on sait, mais il faut aussi se dire, ok, je découvre tout ce contexte, aidez-moi à découvrir, et moi je vais vous aider avec ce que je peux et ce que je peux amener de mes expériences précédentes. D'accord. Maintenant parlons de ton parcours professionnel. Je note qu'entre 2017 et maintenant, beaucoup de choses sont passées dans ta vie. Un peu. Notamment, tu as quitté la France pour la Thaïlande. Maintenant, tu vis à Singapour. Je note aussi que tu as travaillé au sein de grands groupes comme Engie, puis Bolloré Logistique, puis Seva Logistique, du groupe CMA, CGM. Et bientôt, tu vas rejoindre, il me semble, le secteur de l'énergie. Alors, entre 2017 et 2025 aussi, tu es passé du poste éthique et compliance officer à directeur régional de la conformité et de l'éthique Asie-Pacifique. Bravo, merci. Je te félicite pour ça et j'imagine que tu dois être très 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 fier de toi. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est vrai que c'est allé vite. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Du timing. C'est aussi important à souligner. Il y a eu des timings qui ont fait que j'ai pu évoluer, que j'ai pu avancer pendant ces 8 dernières années. Donc, du timing, où il faut prendre les opportunités quand elles arrivent, savoir les saisir. J'ai pu, j'imagine, faire les efforts auprès des décideurs pour qu'ils me donnent les responsabilités à chaque étape et qu'ils aient confiance en moi pour les aider dans leur mission, pour les aider dans leur mission de conformité. Donc, il y a eu aussi ces périodes-là, mais principalement beaucoup de travail ces dernières années. Donc, ton secret, c'est le travail. Oui, je pense qu'il y a 3 étapes, je dirais, que j'aime bien dire quand on me pose la question par rapport à mon développement de carrière. Pour moi, il y a vraiment 3 points qui sont assez centraux. Le premier, effectivement, c'est le travail, c'est les hard skills. On entend beaucoup des soft skills qui sont aussi importants, mais pour moi, le premier, c'est être bon dans ce que tu fais, c'est ta performance. Il faut performer, il faut être bon dans ce que tu fais. On est payé pour quelque chose, il faut être bon dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de doute sur la performance de la personne. Donc, si le décideur a un doute sur ta performance, on a déjà un problème. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point. Le deuxième concept très anglo-saxon, mais qui est accountability, tu vois, être responsable, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une vraie bonne traduction en français, mais être responsable de nos actes, de nos actions, que ça soit toutes décisions qui sont prises par moi, toutes décisions qui sont prises par mon équipe sont ma responsabilité. Et qu'elles soient positives ou négatives, surtout les négatives, c'est ma responsabilité, j'en suis le propriétaire, je suis celui qui prend le fardeau, entre guillemets, de la décision. Et donc ça, c'est important, plus on avance, plus on évolue dans le monde professionnel, de manière hiérarchique, plus il faut être responsable, il ne faut pas se cacher derrière les décisions.
Et le dernier point, qui se rajoute un peu au premier, mais qui est un peu différent, qui est que, effectivement, on est payé pour quelque chose, on a des attentes envers nous, il faut remplir les objectifs. Tu vois, en anglais, enfin, les gens diraient to deliver. Il faut un moment que quand on te demande quelque chose, il peut y avoir des obstacles, mais il faut le faire. Et il faut que ça soit fait dans les temps qui te sont demandés, dans le temps imparti, avec les moyens que tu as en place pour le faire, mais il faut le faire. Et je pense qu'une fois qu'on a un mindset où on se dit « Ok, je veux être bon dans ce que je fais, je suis responsable de mes actions et je produis quelque chose, je produis des résultats », je pense que ça permet d'évoluer derrière. Et finalement, des secrets qui t'ont permis d'atteindre le poste de directeur régional de l'éthique et de la conformité Asie-Pacifique. Alors, comment décrirais-tu ce poste? C'est un poste de leadership où ce qu'on attend de nous, des gens qui sont à ce type de position, c'est de guider, de mentorer, de permettre à ceux qui sont en dessous de nous de pouvoir évoluer, de pouvoir s'épanouir. Parfois, il faut aussi monter au front, il faut aussi pouvoir défendre et protéger l'équipe, c'est important. En plus de l'entreprise, mais aussi l'équipe, c'est quand même assez essentiel qu'une équipe se sente en confiance sous son leadership. Donc, ce qui est attendu vraiment de nous, c'est aussi de faire ce lien avec d'autres directions, d'autres départements, d'être pédagogue, c'est essentiel. Il faut pouvoir faire comprendre aux autres ce qui est attendu en termes de conformité. Parce que souvent, ce qu'on voit avec la conformité, qui fait que c'est un département qui peut être un peu on va dire, sous tension parfois avec d'autres départements, parfois le business ou autre, et ça arrive et c'est normal, c'est aussi le manque de communication, le manque de compréhension de ce qui est attendu. Donc ça, la pédagogie est vraiment essentielle. Il faut être pédagogue, il faut écouter, il faut communiquer convenablement pour que les autres puissent comprendre ce qu'on attend d'eux, que les décisions n'aient pas la perception d'être injustes, parce que c'est ce qui arrive parfois. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis on fait du lien, on fait constamment du lien avec le siège, du lien avec les équipes, les pays, du lien avec les autres départements. C'est un peu être au milieu de la pression qui vient d'en haut, la pression qui vient aussi d'en bas, la pression latérale. Voilà, donc c'est un mix un peu de tout ça, et je pense qu'il peut y avoir encore d'autres sujets, on peut rajouter d'autres points sur ce qui est être un compliance office, enfin un directeur conformité. Et ça va être différent de si on est en Asie, si on est en Afrique, si on est au Moyen-Orient. On va vivre des choses un peu différentes, mais je pense que ces points-là sont des points qui sont assez similaires en fonction du lieu de travail. D'accord. Et les prérequis, selon toi, pour être directeur régional de l'éthique et de la conformité? Alors, je ne sais pas s'il y a des vrais prérequis. Je pense que l'empathie est quand même importante. Il faut comprendre les gens, il faut les écouter. Il faut faut pas arriver en se disant que j'ai raison et qu'ils ont tort. Donc l'empathie est quand même assez clé. Et je pense de manière générale, dans le monde du travail, il faut être assez empathique. Après, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire en termes de conformité. Vraiment, si on se concentre sur notre métier, il y a énormément de défis auxquels on fait face en tant que compliance officer, directeur, manager, en tant que compliance officer de manière générale. Et donc sur ça, il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie d'apporter en matière de conformité, de ce qu'on veut être, tel type de compliance officer qu'on a envie d'être. Ça, c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de tempêtes. Et donc, si on n'a pas la vision de la conformité qu'on veut mettre en place, on peut un peu se perdre. Donc, il faut être très sûr des valeurs qu'on veut amener, qu'on veut défendre, et tout en comprenant l'environnement dans lequel on est, bien sûr. Mais il faut être très fort sur sa volonté par rapport à la conformité. Très fort sur sa volonté par rapport à la conformité.
Et moi, il y a une autre question qui me vient en tête. Moi, je trouve, hein, et je suis admiratif, je pense te l'avoir dit à plusieurs reprises, tu as su gravir les échelons très vite, ou pas. Ça dépend de la personne. Exactement. Et je voulais savoir si c'est lié au fait que tu aies décidé de quitter la France. Pour moi, c'est évident que quitter chez soi nous ouvre à d'autres opportunités. Et ça, c'est pas lié spécialement à la conformité, c'est lié à l'histoire de l'immigration humaine. C'est-à-dire, quand on quitte chez soi, c'est pour d'autres opportunités. Donc le fait que, pour moi, le fait d'avoir quitté la France et d'être parti dans une autre région, forcément, ça m'a ouvert d'autres portes, ça m'a ouvert d'autres options qui peut-être, sûrement, n'existeraient pas pour moi aujourd'hui en France. À mon âge et peut-être à mon niveau de carrière. Ce qui fait que, oui, je suis sûr que la carrière que j'ai aujourd'hui est liée au fait d'avoir pris la décision de partir il y a plusieurs années. Et directeur régional, donc, tu gères plusieurs pays, ouais. Tu gères une grande équipe. Est-ce conciliable avec une vie, on va dire, personnelle épanouie? La balance, vie pro, vie perso, c'est conciliable, mais pas forcément de la manière dont chacun l'entend. On a tous nos balances un peu différentes. Je pense que ces dernières années, j'ai quand même beaucoup travaillé, ce qui fait que ça a empiété de manière non négligeable sur un temps qui aurait pu être un temps perso pour faire autre chose. Mais ça a été mon choix de faire ce temps, de le rendre professionnel plutôt, de me concentrer sur le temps professionnel pendant cette période, parce que je pense que c'était aussi le moment, c'est un momentum. Je suis venu en Asie pour le travail d'abord, l'aspect perso aussi pour me développer, mais le travail d'abord, c'est ce qui m'a amené ici, ce qui m'a permis de vivre tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années et tout ce que je vis toujours. Donc le travail reste l'aspect central de ma vie pour le moment, parce que c'est le choix que j'ai fait, c'est le choix que je fais toujours, j'aurais pu faire des choix différents, mais j'ai quand même mis des limites par rapport à ce que j'ai envie de faire moi de manière perso. Ce que tu as envie de faire de manière perso, quels sont tes hobbies? Alors toujours le sport, comme toujours, hein, comme tu connaissais déjà à l'époque. Bon, je me suis blessé il y a quelques mois, donc je suis toujours en rééducation, mais j'avais repris le hand à Singapour, je boxais. Étant à Singapour, une des activités principales pour nous, c'est de voyager. On est placé à un endroit assez stratégique, ce qui fait qu'on a accès à énormément de pays autour de nous. C'est un pays, il y a un aéroport immensément efficace qui nous permet de voyager très facilement. Donc je voyage beaucoup pour le perso. Et puis même à Singapour, l'aspect social. C'est une ville qui est faite pour le social. C'est une ville de networking. Ce qui fait qu'on a souvent tous des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, des amis. Il y a beaucoup de Français, donc ça aide aussi pour créer du lien. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'événements sociaux qui permettent de passer du bon temps. Et quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Une importante, et c'est pour ça que je fais l'entretien avec toi aujourd'hui, c'est la transmission. Je pense que c'est important de transmettre ce qu'on vit. Et d'ailleurs, je te félicite pour tes initiatives par rapport à ça. Mais tout ce qu'on vit, les expériences qu'on emmagasine pour nous, de pouvoir un peu les partager à d'autres qui n'ont pas forcément la vision ou la visibilité de ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Je pense que la représentation est immensément importante. Pour nous, c'était un peu plus difficile quand on a commencé. En termes de représentation, on n'avait pas forcément de gens qui nous ressemblaient, qui avaient nos parcours, qui ont
évolué sur des positions majeures et qu'on a pu voir en fait. Et donc on a dû créer nos propres modèles. En disant, ok, c'est peut-être ce que j'ai envie d'être, bah, je vais me le créer moi-même. Mais c'est pas toujours facile. Vu qu'on part pas, et c'est logique, hein, on part pas tous des mêmes points, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes situations sociales, économiques, culturelles, on n'a pas les mêmes bagages tous ensemble. Ce qui fait que c'est pas facile pour tout le monde. On se met beaucoup de barrières mentales. Ah, c'est pas mon monde. De toute façon, ça m'intéresse pas et ils ne veulent pas de moi. Ça, c'est pas pour moi. Ah, mais je parle pas suffisamment bien anglais, donc c'est pas possible, c'est impossible. Nous tous, on se met tous des barrières en se disant, en se trouvant des justifications au fait que ça soit pas possible. En disant, c'est pas possible, c'est pas possible. Et parfois, effectivement, c'est vrai que c'est des barrières qui existent, des barrières qui sont difficiles. De toute façon, je suis bien dans ma situation, pourquoi changer? Donc, tout ça existe, et c'est vrai. Mais je pense qu'on se limite beaucoup. Et il y a déjà beaucoup de limitations externes à tout le monde pour s'en rajouter à soi-même. Donc pour moi, un des messages aussi, c'est il ne faut pas se limiter, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas à ce qu'on peut faire, parce que le monde extérieur va plus ou moins limiter chacun. Donc c'est important de pouvoir pousser, de pouvoir se pousser soi-même. Okay, moi, je ne me limite pas, moi j'ai envie de viser ça et je vais faire les efforts qui vont avec, parce que ce n'est pas gratuit non plus. Ça, c'est important, vraiment important à préciser, ce n'est pas gratuit. Toute personne qu'on considère avoir réussi professionnellement a dû faire des efforts, a dû travailler plus, souvent, a dû faire des sacrifices pour pouvoir arriver à un positionnement qui lui plaît. Donc pour moi, ça c'est important de ne pas se limiter et de faire les efforts qui vont avec l'ambition qu'on a, de se donner les moyens à nos ambitions. Ouais. Merci Franck pour ce message. Et, merci aussi pour cette interview. J'en profite aussi pour remercier Madame Family qui a bien voulu nous prêter cette salle. Bien sûr, c'est la nôtre. Donc, quel est ton mot de la fin, Franck? Écoute, déjà, merci Wally pour la proposition, pour l'interview et pour vraiment ce que tu fais, parce que c'est important. C'est important. Et moi, le message, ça va vraiment être, oui, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas à ce qu'on peut faire. Ne nous limitons pas dans nos ambitions. Essayons de passer certaines barrières mentales qui existent et qui sont réelles. Faut pas du tout le dénigrer. Mais essayer de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Et me sentir dans une position où je me sens valorisé et je me sens heureux dans la position dans laquelle je suis. Donc pour ça, voilà. Vraiment, le message pour moi, c'est ne nous limitons pas. Merci encore une fois. Merci à toi, Ali. Mani jamono say dog ma kungela say dem do ma fi bayi bale ma kër mambo